Bonjour à toutes et à tous. Non, on n'était pas là-bas, crétin. Frédéric de Backlight, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie d'être présent avec nous. Backlight, on a un studio d'animation à l'origine. On s'est lancé dans la VR il y a 4 ans, après un passage par la réalité augmentée dès 2010. Et voilà, on se développe sur ce secteur qui est très motivant et qu'on apprécie particulièrement. Et aujourd'hui, on est venu partager avec vous les résultats des investissements qu'on a pu faire dans le marché du LBE, du Location Based Entertainment. Et voilà, donc cette présentation, grosso modo, va couvrir quelques thématiques. Donc on va reprendre quelques chiffres. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu sur d'autres conférences, j'en suis désolé. Mais au cas où certains ne l'aient pas vu, on va reprendre quelques chiffres sur le marché du Out of Home et du Location Based. On va couvrir aussi un petit état des lieux sur l'offre qui est proposée en termes de divertissement VR, les différents modèles économiques qui y sont liés. Et on finira par une étude un peu plus complète d'Eclipse, qui est un projet développé par nous en coproduction avec Virtual Adventure et qui est présent sur notre stand. Donc je vous invite à venir le voir si vous n'avez pas eu la chance de l'essayer. Et on finira par voilà, des prévisions, les choses qu'on voit, nous, en tout cas, dans l'évolution du marché du divertissement avec la réalité virtuelle. Donc on va commencer par le marché du Out of Home et du LBE. Donc il n'y a pas encore de terminologie vraiment très précise et très complète sur tout ce qui se passe en ce moment sur les lieux de divertissement qui incorporent de la VR. Nous, on voit grosso modo 3 grosses familles dans ce secteur du divertissement qui utilisent la réalité virtuelle. Ce qu'on appelle, nous, le VR multi-arcade, c'est ce qui nous semble, en tout cas à court terme, le point d'entrée majeur de la VR auprès du grand public. Donc tout ce qui va être des salles basées sur les modèles des salles d'arcade, vous en avez déjà entendu parler, avec voilà, des accès à des contenus sur des bornes, plutôt du type jeux vidéo, et avec une typologie assez large d'acteurs sur ce secteur, qui va du VR café, de la toute petite structure qui va intégrer un masque de VR, jusqu'aux arcades qui vont avoir des modèles qui sont entièrement basés sur la réalité virtuelle. En parallèle de ça, on voit venir depuis quelques temps déjà les VR centers, donc des lieux qui vont être un peu plus poussés en termes d'expérience. C'est des modèles qui sont assez proches, mine de rien, du parc d'attractions, en tout cas en termes de positionnement, qui sont souvent centrés sur un seul contenu, un contenu, on va dire, qui se démarque en termes de techno, en termes de création de licence, et qui se positionne comme premium, on va dire, sur le marché, contrairement au modèle du multi-arcade. C'est des lieux qui, en général, intègrent des pré-shows, donc des petites phases où les visiteurs vont être mis dans l'ambiance de ce qu'ils vont expérimenter en VR, donc qui précèdent l'expérience à proprement parler et qui souvent vont proposer, comme dans les parcs d'attractions, des produits dérivés ou des choses comme ça. C'est des modèles aussi qui, d'ores et déjà, commencent à faire venir en tout cas, qui développent des marques qui sont amenées à devenir des franchises. Et la dernière typologie de lieux, en tout cas, qui va permettre au grand public de pouvoir accéder à de la réalité virtuelle, c'est ce qu'on regroupe, nous, dans les lieux publics, donc c'est un petit peu vaste. Et encore, voilà, ça ne fait pas foi, c'est notre analyse du marché. Donc il y a tout ce qui est events, donc, qui va regrouper de l'utilisation sporadique ou fixe de réalité virtuelle. Donc on va y trouver les musées, les concerts, des événements commerciaux comme des marques qui peuvent communiquer en utilisant l'outil de la réalité virtuelle. Là encore, je vous invite à venir sur notre stand. On montre une belle expérience faite avec We Are Social pour Renault Sport, une expérience de pit stop en VR. Donc voilà, ça fait partie aussi de ces points d'entrée qui sont importants et qui vont permettre au grand public d'expérimenter la réalité virtuelle en dehors de la maison. Et nous avons, hop là, pardon, avec un modèle économique donc gratuit ou payant. Et c'est plutôt sur les deux premières familles qu'on va se concentrer pendant cette présentation, le multi-arcade et les centres VR, qui sont pour nous, en tout cas, des canaux de distribution et de monétisation de nos créations assez stratégiques aujourd'hui. Donc, le marché du Out of Home et du LBE, comme vous pouvez le constater, il est mondial, il est global.
On retrouve ce modèle multi-arcade qui se développe donc, dans le monde entier, avec pas forcément voilà, d'implantation en particulier, à part voilà, dans les pays développés, c'est là qu'ils sont apparus. Dans des zones majoritairement urbaines, les VR arcade et les VR cafés ont popé un petit peu partout quand les VR centers ont été, eux, concentrés sur des grandes métropoles. Là encore, il y a une certaine opacité, c'est assez dur de regrouper tous les chiffres sur le développement de ce marché, mais on sait qu'en Chine, par exemple, les VR cafés et les VR arcades ont littéralement explosé. Donc voilà, et puis on sent poindre aussi l'arrivée de franchises, comme Control V au Canada, qui commencent un peu à poser des modèles et avoir voilà, une vraie implantation au niveau global. Voilà. Le marché out of home, les modèles économiques. Donc on ne va pas non plus s'éterniser très longtemps dessus, mais on voit quand même que c'est principalement urbain. C'est principalement urbain, et on voit que en termes de superficie, il n'y a pas forcément de modèle qui ressort parmi d'autres. C'est un marché qui est encore très jeune, le marché du divertissement en LBE, et ça se voit dans cette typologie de solutions qui se développent dans le monde entier. Pour rappel, en France, les deux premiers LBE majeurs qui sont apparus, que sont Eidolon et MK2VR, remontent à seulement fin 2016. Donc là encore, c'est un marché qui est tout jeune et sur lequel il reste tout à faire. Et c'est tout l'intérêt de s'investir dedans aujourd'hui pour nous. Le business model moyen qu'on peut voir surgir de ces différents lieux, vous pouvez le constater, c'est principalement une facturation à l'heure. Donc voilà, avec des coûts qui sont majoritairement assez élevés. On est sur, pour plus de la moitié, une quote-part à plus de 35 $ l'heure. Avec aussi une facturation à la minute qui correspond à une demande, à une typologie de lieux, donc on va dire plus petits, les VR cafés ou les VR arcades, qui sont adaptés aussi à une demande qui ne concerne vraiment que de la découverte de la VR et des expériences courtes. La typologie des personnes fréquentant ces lieux, donc sans grande surprise, donc là c'est les 12-35 ou les 15-35, le cœur de cible du jeu vidéo, qui représente la majeure partie des consommateurs de ces lieux, mais avec quand même une large place qui est occupée par un public plus âgé, de 35 à plus de 55 ans. Donc c'est assez intéressant de voir ces données et de voir que l'attrait de la VR et la demande sur la VR concerne quand même une cible qui est assez large. On y reviendra un peu plus tard sur le cas d'Eclipse qu'on a pu développer, mais dans une implantation comme dans les centres commerciaux, on a vraiment une typologie extrêmement large de cibles qui va être la famille, les personnes passant pour faire leurs courses. Donc c'est assez intéressant. Et ça dépend aussi donc, vraiment de la stratégie du lieu de divertissement, qui soit un arcade, qui soit centré sur un seul contenu, qui soit un escape game VR, et aussi du lieu dans lequel il va s'installer, le centre commercial versus le centre-ville. Voilà, c'est encore des modèles qui se mettent en place, le marché étant très jeune. On suit ça avec grande attention et on attend avec grande impatience que les modèles se confirment. Concernant les sexes, là aussi, ce n'est pas une grande surprise, il y a une majorité d'hommes, mais là aussi, la part du public féminin dans ces lieux n'est pas négligeable. Ça laisse aussi la porte ouverte, en tout cas pour nous développeurs, à des potentiels de développement de jeux qui vont aller au-delà du strict jeu vidéo. Pour le 15-35 masculin, on peut aussi très bien, et il y aura des débouchés d'expériences qui soient un peu plus étoffés en termes de propositions. On va passer donc rapidement sur une des trois familles qu'on a classées, nous, dans ce canal out of home pour la VR, qui sont tout ce qui va être lieu public, donc les expériences VR accessibles au grand public. Donc on a classé les centres commerciaux, donc tout bêtement on commence à voir des modèles avec des kiosques comme ce que peut proposer la VR Connexion ou MK2, donc des bords autonomes. Là on vous cite quelques
quelques références de campagnes qui sont déjà activées et en cours dans les centres commerciaux. On cite notre Birdie King Land, qui est notre première création en VR. On a signé un deal avec un fabricant de sièges coréen. Donc Birdie King Land est déjà exploité dans une vingtaine de centres commerciaux en Corée. On est très content que les Coréens puissent avoir accès à notre contenu. Mais donc voilà, ça fait partie aussi de ces modèles qui sont assez stratégiques. Il n'y a pas encore d'acteur majeur qui est apparu, mais pour nous, studios et créateurs de contenu, le jour où voilà, un fabricant de bornes pourra justifier d'être installé dans plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de centres commerciaux, on aura là des relais pour la création de nos contenus qui vont commencer à devenir intéressants. On a bien sûr les parcs d'attractions qui ont été parmi les premiers à intégrer la réalité virtuelle avec Europa Park et tous les autres qui lui emboîtent le pas. Vous avez donc récemment le Futuroscope qui a lancé une grosse attraction développée par 22, qu'on apprécie particulièrement, et avec Sébastien Loeb. Voilà, on peut aussi citer les musées, une chouette expérience qui est montrée en haut sous la verrière, donc n'hésitez pas à aller l'essayer avec le Muséum d'Histoire Naturelle. On peut aussi citer les campagnes de communication. Là aussi, je ramène les projecteurs vers nous et vous invite à venir essayer l'expérience Pit Stop qu'on a pu faire, qui est un vecteur, mine de rien, non négligeable de démocratisation et d'évangélisation de la VR auprès du grand public. Mais les deux modèles qui nous intéressent tout particulièrement, ce sont les modèles arcade et centre VR, qui sont donc pour nous les plus stratégiques et qui se distinguent, mine de rien. Donc vous pouvez le voir sur l'écran, les modèles multi-arcade qui proposent des expériences multiples à vivre sur des bases hardware qui sont pour le coup assez similaires. On est sur du PC avec un masque d'immersion. Il peut aussi y avoir du PSVR ou ce genre de choses. On voit déjà pas mal de franchises qui commencent à s'installer et à poser des modèles qui sont intéressants, comme MK2, Virtual Time, Mindout ou Eidolon, qui étaient les premiers à sortir en France pour le coup. Il y a CLBE qui propose parfois des exclusivités en termes de contenu. MK2 par exemple, qui a une exclusivité sur Birdly, que je vous invite à essayer sur leur stand, qui est très chouette. Donc voilà, il y a une typologie qui est assez large d'acteurs sur ce secteur, des personnes qui vont ouvrir des boutiques en nom propre, sur leurs propres moyens, des franchises qui se mettent en place, et des contenus donc, voilà, qui vont être disponibles soit exclusifs, soit des contenus sur les stores comme Steam ou Viveport. En face de ça, nous avons donc les centres, les VR Centers. Vous avez tous entendu parler de The Void ou de Zero Latency, ou de Virtual Adventure, qui diffuse Eclipse depuis quelques mois donc, à Carré-Sénard et dans Paris, donc, qui sont des expériences qui ont un aspect assez, voilà, assez inédit et collaborative, qui en général, pour la plupart en tout cas, elles ont ce point commun, proposent ce qu'on appelle de l'hyper-réalité, donc de l'ajout technologique qui va venir renforcer l'expérience et l'immersion, avec des sols qui vibrent, de l'odorama, voilà, de la virtualité augmentée. Des expériences qui vont être room scale ou en free roaming, donc vraiment avec une dimension de déplacement qui est assez forte, qui est intégrée dans le principe de l'expérience, et assez souvent une dimension d'exclusivité par rapport au lieu. On y reviendra plus tard. Donc CVR multi-arcade, qu'est-ce qu'elles offrent, qu'est-ce qu'elles proposent? En général, c'est donc ce qu'on appelle des kiosques ou des pods VR qui vont vous permettre de consommer du contenu dans une librairie. Là, je reviens voilà, sur les typologies de hardware qui sont utilisées. On voit que c'est souvent des paiements, alors soit à la durée, on a fait un petit benchmark sur ce qui se faisait, en tout cas en France, dans les différentes salles. Donc ça va de 8 € les 10 minutes à 35 € l'heure, ou un règlement à l'acte, entre 5 et 10 € l'expérience. C'est souvent des jeux qui sont solo, qui se jouent parfois à plusieurs, mais dans des espaces qui sont individuels, donc on n'est pas dans une dimension vraiment collaborative et poussée en termes de hardware, avec là encore des contenus qui peuvent être exclusifs ou non, et des franchises qui sont en train de se développer sur ce modèle-là. L'avantage indéniable de ces solutions, c'est qu'il y a une vraie facilité à pouvoir l'installer. En général, les pods qui sont pensés par ces sociétés sont fournis avec un manuel d'installation comme Ikea, et voilà, c'est du plug and play. On branche, c'est assez accessible et surtout c'est économiquement assez intéressant. L'inconvénient, c'est que ce modèle, on
l'entend assez souvent. Quand les masques de VR seront largement démocratisés et auront pénétré les foyers, ce modèle-là devra se renouveler pour, voilà, pour assurer pour devenir pérenne, on va dire. L'offre dans les VR Centers, donc, qui sont des expériences qui sont, comme on l'a dit avant, inédites et en général sur des concepts qui sont vraiment centrés sur un contenu, sont assez, voilà, sont assez différentes. On est vraiment sur un contenu qui va être inédit, collaboratif et 4D, comme on l'a dit avant, avec une tarification qui est plus importante elle aussi. Donc on est en général en oscille entre 25 et 60 euros par partie, puisque là on règle à l'expérience, avec des durées qui vont de 10 minutes à 40 minutes. Pour certaines, on peut avoir voilà, des petites, une dimension technologique un petit peu accrue, comme le Full Body Awareness, pour ne pas citer Eclipse. Voilà, donc vous avez ici aussi un petit benchmark sur ce que proposent les 3 gros acteurs, et on s'est modestement ajouté à la liste, puisqu'on a vraiment un contenu qu'on a essayé de rendre inédit, de par le fait que même une personne qui sera équipée chez elle d'un masque ne pourra pas vivre la même expérience que lorsqu'elle viendra dans les salles qui diffusent le contenu. Donc l'avantage, à l'inverse de ce qu'on a pu voir avant, c'est un aspect innovant qui est très fort, avec un vrai succès et un gros effet waouh auprès du public, même auprès de ceux qui connaissent bien la VR. Et l'inconvénient, c'est qu'en général, voilà, il y a des gros budgets qui sont liés à la création de ces contenus, tout comme aussi à leur commercialisation. Je sais que pour les Zero Latency et les The Void, alors pas Star Wars, mais le The Void tout court, c'est des investissements qui oscillent entre 600 000 et 1 million de dollars pour avoir une solution installée clé en main. Là aussi, on a essayé de se démarquer avec Eclipse sur ce marché pour avoir un positionnement qui soit un petit peu différent. Donc voilà, pour reprendre un petit peu ces 4 gros projets qui vont se démarquer du contenu qui va être, lui, diffusé en arcade VR, on voit qu'ils ont tous des points communs. Ils sont multijoueurs. Pour les 3 premiers, on est sur du free roaming avec des caméras de motion capture qui vont vous permettre de vous déplacer sur des centaines de mètres carrés. Nous, Eclipse, contrairement à ça, on s'est basé sur un room scale qui est celui du HTC Vive, qui va vous permettre de vous déplacer sur une centaine de mètres carrés, mais dans 15 mètres carrés. Ça passe par de la mise en scène, par de la réalisation, par de la conception du jeu, qui fait qu'on va avoir vraiment l'impression de se déplacer sur une très très grande surface, tout en restant dans 15 mètres carrés. Et le vrai élément différenciant, vous le voyez sur cette photo, c'est que les personnes qui viennent faire Virtual Adventure ne tiennent pas d'armes dans la main. Voilà, il n'y a aucune animosité quand on vient faire cette expérience. Voilà, je vais essayer de faire vite, je vois qu'il ne me reste plus que 2 minutes. Eclipse, je vous invite vraiment à venir l'essayer. Je vous invite à venir l'essayer dans les salles. Je vous le rappelle, c'est rue du Sentier ou Carré Sénart. Donc c'est un escape game full VR avec du full body awareness. Donc vous allez avoir un avatar qui va être collé sur votre corps et qui va vous suivre pendant toute l'expérience. On utilise la technologie fournie par Vive pour ça. Ça va de 2 à 4 joueurs. C'est 40 minutes de jeu avec un prix moyen de 25 euros. Et jusqu'à 13 euros et jusqu'à 13 créneaux par salle et par jour, puisqu'on est sur des créneaux d'1 heure, tout compris, avec le pré-show et l'équipement. La prochaine slide, je vous invite quand même à vous accrocher à vos sièges, parce que ça va être une vraie première mondiale. On va partager avec vous des chiffres et des résultats liés à l'exploitation d'Eclipse par notre partenaire Virtual Adventure. Donc, pour rappel, la première ouverture, c'était Carré Sénart, donc fin octobre. Il y a une deuxième salle qui est ouverte à l'Escape Lab mi-novembre, donc on commence déjà à avoir un peu de recul sur l'exploitation du jeu. C'était plus de 5000 joueurs passés à la fin du mois de janvier, avec un taux de remplissage moyen de 65% et un CA moyen généré sur les salles, donc Carré Sénart qui a 3 salles de jeu et l'Escape Lab qui en a 2, de 55K et de 32K. Voilà, le taux de marge est assez important. Grosso modo, on est sur un business model qui est bien plus lucratif parce que la partie est aussi, elle, plus onéreuse qu'un escape game normal. Et on partage avec vous aussi le prix d'installation de la première salle de Carré Sénart. Si vous avez l'occasion d'y aller, je sais que c'est loin, mais si vous pensez à prendre vos passeports et à faire vos rappels de vaccin, l'UE5, c'est pas si loin que ça. C'est 600K euros d'investissement global avec vraiment un beau setup, un décor qui est de science-fiction avec voilà, pas mal d'éléments qui sont intéressants pour rentrer dans l'expérience avant de faire le jeu.
Et voilà, en termes d'expérience, d'équipement et de travaux, c'est un investissement qui n'est pas négligeable, mais qui vaut quand même le déplacement. Et notre partenaire prévoit quand même un retour sur investissement sous 12 mois. Donc, et de toute évidence, c'est bien parti pour le réaliser. Et une dernière chose, vous voyez sur la droite, je suis sûr que si, il y a beaucoup d'entre vous qui doivent se dire qu'on a payé ou qu'on a fait nous-mêmes ces sondages, mais on a vraiment eu ces résultats-là sur environ 150 interviews qu'on a fait de gens sortant de l'expérience. Voilà, on a une satisfaction qui est extrêmement forte, en dépit de quelques bugs de tracking des trackers d'HTC Vive qui font que votre jambe fasse un peu le French cancan sans que vous le vouliez. Donc voilà, on est vraiment très satisfait et on a bon espoir que ce modèle-là perdure et qu'on puisse développer d'autres projets à l'avenir. Et je vais passer sur les deux dernières slides et finir par une belle annonce. On est très content. Le groupe Imagis a choisi de faire appel à nous pour produire un nouveau contenu. Donc ils ont officialisé il y a quelques jours le lancement d'un concept de LBE, justement, avec un jeu en exclusivité, avec du free roaming de 6 à 8 joueurs. Et on attaque le développement de ce contenu aujourd'hui. Donc vous devriez en entendre parler d'ici l'été 2018. Voilà. On n'a plus de temps, c'est ça? Je m'en vais? Ok. Bon, bah, je m'en vais. Merci. Ain't got no chains, ain't got no home. The sun goes down, it's getting cold.